Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la partie la plus septentrionale de la province de Namur que nous allons sillonner. Au départ de Ligny, nous allons parcourir cette belle région de l'Entre-Sambre et Ornault, une région qui, vous allez le voir, est particulièrement riche en patrimoine exceptionnel. On scelle donc pour ce nouveau numéro des Chemins du Ravel. Simple curieux ou amateur d'histoire, vous ne pourrez démarrer de Ligny sans avoir franchi les portes de son musée. L'espace de la visite, vous ferez un bond dans le temps et vivrez au plus près la bataille du 16 juin 1815. L'impressionnante collection de documents originaux, de pièces et d'objets authentiques vous plongera dans l'intensité de la dernière victoire de Napoléon, 48 heures avant sa défaite à Waterloo. Mise en selle sur l'assiette de l'ancienne ligne 147, vous ne manquerez pas de songer aux quelques 150 000 hommes qui se sont affrontés sur ces terres, inscrivant à jamais le nom de Ligny en lettres de feu et de sang dans le grand livre de l'histoire. Plus loin, le château féodal de Sombref imposera sa forte silhouette avec ses tours de garde jumelles et son donjon. À l'origine forteresse de la ligne de défense du duché de Brabant, il a vu son système défensif se renforcer au fil des siècles, s'y adjoindre un corps de logis et des bâtiments agricoles au XIXe siècle. Depuis 1971, il est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Poursuivrez ensuite votre belle chevauchée au cœur de sympathiques paysages ruraux déjà occupés dès l'Antiquité, à l'image de la chaussée romaine Bavet-Tongres qui traverse l'entité de Sombref. Un peu plus loin, sans crier gare, vous atteindrez sa voisine de Gembloux. Dans le village de Corroy-le-Château, une nouvelle visite exceptionnelle vous attendra. Monsieur le marquis de Trasny, bonjour, merci de nous accueillir chez vous dans ce magnifique domaine de Corroy-le-Château. Ce château, il est exceptionnel. Oui, c'est un château exceptionnel à la fois par son histoire et par son architecture. L'histoire offre une très grande continuité de seigneurs ou de princes qui ont toujours été très importants dans la vie courante et politique des Pays-Bas. Et son architecture est unique parce qu'il est l'œuvre d'un architecte qui, au XIIIe siècle, l'a vraiment pensé de manière stratégique. Corroy est inspiré des châteaux philippiens, c'est-à-dire des châteaux de Philippe Auguste, roi de France, qui était le grand-oncle du comte de Vianden, le constructeur de Corroy. Et il formait une sorte de barrière infranchissable qui était construite à l'époque au sud du duché de Brabant contre le comté de Namur, dominé par les Dampierre de Flandre. Voilà. Donc il a joué un rôle historique, en tout cas à sa construction, et puis surtout il représente un développement énorme pour les Pays-Bas. Il n'y a pas d'équivalent chez nous et on trouve des châteaux du même genre en Angleterre. C'est un château dont les murs datent du XIIIe siècle et c'était aussi une forteresse qui était finalement au milieu de la plaine. C'est assez atypique tout ça. La plaine, évidemment, ça fait partie de nos conditions de vie. Donc il n'y a pas beaucoup de montagnes dans les Pays-Bas, le nom l'indique bien. Mais les systèmes de défense variaient selon qu'on était sur une butte, un promontoire, une montagne ou la plaine. Et ici, tout était axé sur la défense qu'offre la plaine, c'est-à-dire les marécages. Château médiéval, mais l'intérieur a conservé aussi son aspect 18e, 20e siècle. Dans l'ensemble, le château, on peut le considérer comme un mélange de 18e et de 19e siècle. C'est-à-dire qu'il a de grandes pièces de grandes pièces c'est relatif, mais il a des pièces qui ont été refaites au 19e siècle, d'autres qui ont des décors du 18e, et l'ensemble est très, très représentatif d'une habitation privée à une époque bien éloignée du Moyen-Âge. C'est un château qu'on peut visiter, mais que vous animez aussi chaque année. On l'anime parce que nous y organisons de la musique, des concerts, des pièces de théâtre, des conférences. On est en plein dedans, au mois de juillet. Et la visite se fait à partir du 1er avril jusqu'au 30 septembre, tous les week-ends et jours fériés, globalement parlant. Monsieur Marquis, merci beaucoup. On va continuer quant à nous à parler de patrimoine. On va parler aujourd'hui de patrimoine fluvial et on va s'attarder sur les garde-corps.
trouve ici à côté d'un garde-corps qui est assez typique de ce qu'on faisait à l'époque, même s'il y a des tas de typologies différentes. Et on est sur un garde-corps qui est relativement endommagé, donc ça fait partie des projets qu'on a, c'est d'entretenir ces garde-corps, de les restaurer tout à fait à l'identique. Et on voit bien le souci que les gens avaient à l'époque, à savoir empêcher la chute des passants dans le canal. Et on a donc une série d'endroits qui sont concernés par ce genre de préoccupation. Des garde-corps, on en trouve de différents types, ce ne sont pas toujours les mêmes. Non, tout à fait. Alors, il y a d'abord des dessins qui sont différents, parce qu'un garde-corps, on peut le dessiner de multiples manières, mais il y a aussi des matériaux employés qui sont très différents. Et donc ici, on a un cas qui est relativement simple, puisqu'on a un garde-corps qui est purement fait de barres de fer ou d'acier, mais on a aussi employé ailleurs de la pierre bleue pour faire des bornes, donc c'est vraiment un matériau beaucoup plus ancien finalement dans l'art de construire. Et puis on a aussi des garde-corps où on a employé de la fonte, qui sont alors des pièces moulées, souvent beaucoup plus élaborées. Et donc l'ensemble fait qu'on peut trouver toute une série de garde-corps très différents les uns des autres, avec des aspects plus ou moins massifs, plus ou moins ouvragés. Et donc je dirais, il y a un vrai bestiaire ici sur le canal du Centre. Il y a des garde-corps, mais il y a aussi des mains courantes. Alors, il y a des mains courantes, c'est un petit peu le même type d'ouvrage. La différence, c'est que la main courante sert à se tenir essentiellement quand on passe le long d'un escalier, puisqu'on a des ascenseurs, on a des chemins en escalier qui se trouvent à côté. Le garde-corps, lui, il est très clairement destiné à empêcher la chute des gens dans le canal ou dans un vide. De retour sur le Ravel, votre progression sera des plus linéaires et c'est cheveux au vent et cœur battant que vous pédalerez sur l'ancienne ligne 147. Ouverte progressivement de 1865 à 1877, elle reliait Tamin à London avec pour objectif d'unir la Basse-Sambre au nord du pays. À l'époque, les Flamands étaient en effet nombreux à travailler dans les charbonnages ou les industries sidérurgiques et verrières de la région carolo-régienne. Exploitée en partie jusqu'en 1994, cette ligne avait pour particularité de compter un nombre impressionnant de passages à niveau. Lorsque vous atteindrez Gembloux, vous ne pourrez vous empêcher de pénétrer au cœur de la cité. Vous serez de suite happé par son beffroi, qui n'est autre que le clocher de l'ancienne église Saint-Sauveur, dont l'origine remonte au Xe siècle. Classé en 1977, il a rejoint en 2005 les autres beffrois belges et français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Non loin de là, vous ne raterez pas de faire une petite incursion à la faculté universitaire des sciences agronomiques, créée en 1860 au sein de l'ancienne abbaye bénédictine. Ce palais abbatial de style néoclassique a été érigé un siècle plus tôt sous la direction de Laurent-Benoît Dehouet, l'architecte officiel de Charles de Lorraine. Cloître, cour d'honneur, ancienne ferme, parcs et autres espaces arborés complètent l'ensemble avec harmonie. De l'harmonie et de la verdure, vous en retrouverez encore à foison lorsque vous arpenterez l'ancienne voie ferroviaire. Par-delà Sauvenière, la ligne se frayera un passage dans la campagne et c'est à Grand-Lay que vous mettrez pied à terre. Sébastien Defour, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste à Canal Zoom. Notre périple se termine avec un 4e monument classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Où sommes-nous ici? Ouais, donc on est au Moulin de Fresnes, hein. On est dans la commune de Grand-Lay, enfin dans la commune de Gembloux, anciennement commune de Grand-Lay. Donc ici c'est un moulin qui a été classé bien exceptionnel de Wallonie. Donc c'est un moulin qui date de 1840. Il tourne encore occasionnellement. C'est le seul moulin qui tourne encore sur la province de Namur. Alors en quelques chiffres, hein, c'est 25 mètres de pales, des pales de 2 mètres de large, 12,50 m de long. Il y a 3 meules à l'intérieur pour plus ou moins 2600 kg de meules, donc c'est vraiment plutôt impressionnant. 160 kg de farine peuvent être produites ici à l'heure quand le moulin tourne fatalement. C'est pourquoi il a arrêté aussi, c'est parce que maintenant dans les industries, eh bien, on est à 52 tonnes à l'heure.
Donc c'est un moulin qui ne fonctionne plus, si ce n'est justement de temps en temps sur visite avec des groupes de particuliers qui viennent voir Jean Loise le mettre à l'œuvre. Ce n'est pas le seul moulin qui reste ici à Grand-Lay. Alors non, tout à fait, il y a plusieurs moulins. Alors il y a 2 moulins avant, il y avait celui-ci et il y a le moulin à l'orge un petit peu plus loin, un moulin qui n'a plus de pales, qui n'a plus de coiffe non plus, mais qui a été complètement restauré, rejointoyé par un privé qui a décidé d'y habiter. Donc il l'a acheté, il l'a rénové, il y habite actuellement. Et puis un 3e moulin, là c'est plutôt un moulin à eau qui depuis 1860 également ne fonctionne plus, donc on peut juste le voir, l'admirer de l'extérieur. Mais donc 3 moulins sur un seul village, un petit village de 2000 habitants, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai envie d'aller visiter ce moulin et je pense que c'est un petit peu votre coup de cœur. Ça va être le sujet de votre reportage, on va tout de suite le découvrir. Alors ici c'est le village de Grand-Lay, donc qui fait partie du Grand Jamblou. Et alors le bâtiment qui se trouve derrière moi, c'est un moulin à vent, bien sûr, ça vous l'avez remarqué. Et c'est un moulin qui a été construit en 1830 par la famille de Fresnes. Moi qui vous parle, je suis la 5e génération de meunier. Je crois que le meunier était reconnu dans le village comme un personnage important, hein, au même titre que monsieur le curé ou le docteur. Nos premiers parents ici, quand ils ont construit le moulin, bien sûr, il n'y avait que le vent comme force motrice, donc ils devaient disposer du vent pour pouvoir travailler. Bon, le vent, ce n'est pas une énergie régulière, mais après 60 ans, ils ont installé donc une machine à vapeur dans la cave du moulin, là. Et cette machine à vapeur là suppléait au manque de vent. Et encore 30 ans plus tard, après la machine à vapeur, ils ont installé un gazogène. Un gazogène, c'était un peu plus perfectionné que la machine à vapeur. Et en 1926, quand on a installé le réseau électrique dans le village, ils ont mis un moteur électrique qui est toujours là et qui permet de moudre et de faire des démonstrations à n'importe quel moment de l'année. Donc, on verse le blé dans un bac en bois ici, qu'on appelle une trémie. De la trémie, le blé il descend dans un autre petit bac qu'on appelle l'auget. Et l'auget, il est secoué comme ça. Et c'est la petite secousse ici qu'on appelle le tic-tac du moulin qui permet au froment de descendre entre les 2 meules. Le froment est chassé entre les deux, il est écrasé et la farine elle est récoltée au périmètre de la meule dans un meuble en bois qu'on appelle une archure. Et à partir de l'archure, la farine descend dans le sac au rez-de-chaussée. Le moulin n'a jamais arrêté de fonctionner et c'est ça qui fait que le moulin reste en bon état, quoi. Après moi, ben, on verra bien. J'ai une fille, alors j'ai deux petits garçons, on verra bien. Moi, je ne les pousse pas là-dedans parce que je sais bien que c'est pas un métier d'avenir. Votre balade touchera lentement mais sûrement à sa fin. Les champs se prolongeront jusqu'à l'horizon. Vous glisserez alors de la province de Namur à celle de Brabant. Mais ça, c'est une toute autre histoire.